plus de choses en 5 ans que ce que j'en ai appris en 10 ans, vraiment. Et quand t'as besoin de corriger, tu ouvres le capot, quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Baudot, CTO de YouScribe. Merci Valentin d'avoir accepté cette invitation. Merci Pierre pour l'invitation. C'est avec plaisir. Voilà, je fais un petit retour en arrière pour te présenter rapidement. Il y a 5 ans, quand tu m'annonces que tu vas prendre un poste de CTO chez YouScribe, écoute, je le prends avec pas mal de surprises parce que j'y vois à ce moment-là une petite rupture par rapport à une petite inflexion, un changement de direction par rapport à ta carrière et par rapport aux expériences précédentes, parce que si on reprend un peu le fil de tes expériences, 3 fois 3 ans dans 3 grosses sociétés bancaires, Natixis et Cassis pour pas les nommer, et suite à quoi tu as pris sur des postes plutôt de développement .NET, et suite à quoi tu as eu 2 expériences avec des expériences plutôt managériales, où commence à y avoir une casquette manager, responsable technique, chef de projet technique, chez Fnac et chez VP. Et alors du coup, quand tu prends le poste de CTO YouScribe, pourquoi c'est une petite inflexion, une petite rupture? Tu pars dans une start-up. Il y a 5-10 personnes à l'époque. Une casquette managériale qui est peut-être un petit peu moins présente que dans des expériences précédentes, et un retour à pas mal d'opérationnel, très opérationnel sur différents sujets et pas que le développement. Donc du coup, moi, ma première question, c'est pourquoi cette rupture? La trajectoire, elle était plutôt à prendre des responsabilités dans des grands groupes, si elle avait été un peu linéaire. Et alors pourquoi, comment ça s'est fait? C'était une volonté, un hasard, des questionnements, une opportunité comme ça qui est passée par là, et t'as levé le bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été pas mal une opportunité. Je cherchais, en sortant de chez VP, je cherchais un nouveau challenge. C'est un cabinet de recrutement, en fait, je suis allé voir un cabinet de recrutement qu'on m'a recommandé et qui m'ont dit voilà, on a ce poste-là. Et donc je me suis dit oh là là, au début CTO, quand même c'est une grosse responsabilité, c'est un poste à 360. Puis finalement j'y suis allé. J'ai même demandé à faire plus d'entretiens parce que je me suis dit que quand on prend un poste comme ça dans une start-up, on s'engage forcément sur la durée. Et puis j'avais pas envie de changer de boîte tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Et donc du coup on a fait plusieurs entretiens et puis le feeling, ça matchait. Et après j'ai pris mon bagage technique et mon courage à 2 mains. Et j'ai sauté dans le bateau. En gros. Ok. Donc la démarche, c'est que tu as été voir un cabinet de recrutement. Ouais. Ils t'ont proposé un poste. Ouais. C'était celui-là. Il n'y en a pas eu 2, il n'y en a pas eu 3. T'as pas comparé. Ça a fité tout de suite. Ouais. Enfin, c'est voilà, quelques rencontres, quelques semaines, et puis. D'accord. Il n'y a pas eu de. Oui. Ok. C'est pas si fréquent que en recherche d'emploi, un seul entretien et que ça fonctionne. Et du coup, ça a été des questionnements pour toi, justement. T'as eu l'impression justement que ça infléchissait le parcours, que c'était un pari? Ouais, alors je connaissais pas du tout le monde des startups. Je sais pas, série A, série B, levée de fonds, c'est des trucs qui m'étaient complètement inconnus avant. Parce qu'effectivement, j'avais fait les grands groupes financiers, les banques de financement. Puis Fnacom et VP, et ouais, me retrouver comme ça avec une équipe finalement de 5, 6, 7 personnes. Et on était une dizaine en tout. Enfin, on est toujours une dizaine en tout. Ça change beaucoup, mais j'en ai pas vraiment conscience en fait.
sur le coup, parce que j'étais justement habitué aux grosses boîtes où tu es dans un domaine, dans un service qui fait partie d'un domaine et une équipe parmi d'autres équipes dans le même service, avec une tâche quand même relativement très précise et un périmètre très défini, où là du coup tu te retrouves à 360. T'as parlé de série A, de série B, de levée de fonds. Du coup, toi, quand t'arrives, YouScript, ça en est où exactement Ouais, alors YouScript, ça. Et c'est quoi YouScript aussi, parce qu'on n'a pas présenté. Donc YouScript, c'est une bibliothèque de lecture en streaming ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut publier un livre. Et donc en 2 mots, c'est le Deezer du livre. Voilà, pareil. Et on existe depuis 2010-2011. Moi, je les ai rejoints en 2016 pour remplacer le CTO historique, Yann Robin. Et qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Est-ce que c'était juste, c'était en phase de, il y avait levée de fonds. Donc il y a quand même un legacy, un historique de la startup entre 2010 et 2016. Il y a eu une levée de fonds, plus de 2 millions je crois, assez tôt. Puis ensuite la boîte a levé quasiment 10 millions en tout au fil des années. Et donc quand je suis arrivé, le contexte c'était une suite de pivots. La startup a pivoté en 2015. C'était parti sur un modèle donc YouTube du document qui était une plateforme, à la base c'était une plateforme communautaire de partage de documents. La plus grande plateforme en Europe, donc en termes de trafic et de volume, il y avait plus d'1,5 million de documents. Et donc ça a commencé à pivoter en 2015 pour devenir du coup sur un modèle plus Netflix du livre. Et donc je suis arrivé dans ce contexte-là pour continuer le pivot. Et ensuite on a changé ensuite la stratégie de développement de la boîte pour se tourner vers le continent africain dès 2017. Ouais, donc quand t'acceptes le poste, j'imagine que c'est également le projet auquel t'adhères, quoi. Enfin, là, quand t'en parles, le Netflix du livre, ça fait envie, quoi. Ouais, ça en jette. Bon, en vrai, on est 12 personnes dans la boîte, mais. Ouais, non, mais le projet, ça te fait vibrer, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est fun, c'est innovant, il y a de la techno, il y a donner de l'accessibilité à la lecture en Afrique parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais t'as quasiment tout le monde qui a un device et il y a quasiment pas de bibliothèque ou librairie. Donc du coup c'est j'ai vu que vous étiez pas mal implanté Burkina Faso aussi. Surtout Sénégal, Côte d'Ivoire et puis Guinée, Burkina et encore d'autres pays à venir très prochainement. Ok, bon, c'est encore y a des projets en cours. Ouais. Et donc du coup quand j'arrive dans la boîte, le premier truc ça a été je sais pas si c'est classique ou pas, mais du coup sur un changement en fait de CTO dans une boîte, quelle que soit sa taille finalement, il y a l'équipe en place qui se dit nous on restera s'il est sympa en vrai ou s'il est bon, mais en gros si voilà t'es obligé de te faire une fois que t'as signé, que t'arrives, t'es obligé de faire un nouvel entretien d'embauche entre guillemets. T'avais pas rencontré l'équipe, t'avais pas été associé. J'avais pas rencontré l'équipe, non, j'avais pas rencontré l'équipe encore. À refaire, est-ce que tu le demanderais en fait? Dire voilà, je vais intégrer dans une startup, je vais avoir une équipe, on va être soudés. Quand tu dis, j'ai eu l'impression en arrivant de devoir acquérir de la légitimité, me faire accepter en tant que nouveau CTO. Est-ce que c'est quelque chose que tu demanderais et que tu conseillerais? Oui, avec le temps et confronté justement au recrutement depuis que j'ai ce poste, je pense que c'est bien que l'équipe rencontre même pour rencontrer un coéquipier en fait, ou une coéquipière. Pas forcément un manager, quoi. Ouais, enfin les deux en fait, les deux sont importants. Comme je disais, c'est pas une impression que j'ai eue, c'était un fait en fait. Et finalement de devoir faire tes preuves auprès de ton équipe quand tu arrives en tant que CTO
ou devoir faire tes preuves en tant que dev quand tu arrives dans une équipe, finalement c'est un peu pareil, quoi. Quand tu arrives dans un nouveau boulot, dans une nouvelle boîte, t'es obligé de faire tes preuves, de montrer qui t'es, voilà, d'être accepté en fait. Et alors T0 plus 5 ans après, ils sont restés? Ouais, ils sont restés, ouais. Ouais, on a un faible turnover, donc ça c'est plutôt un succès pour moi. Challenge accepted. Tu disais que tu avais remplacé quelqu'un, le CTO historique. Ouais. Il y a eu une passation, il n'y a pas eu de passation, ça s'est fait comment? Ça s'est plutôt pas mal géré. Il y a eu une passation, je suis arrivé le 16 octobre et il finissait le 1er novembre. Et bon, il y en a eu une. Non, mais en vrai, il y en a eu une parce que finalement, il est resté à temps partiel, donc à 4 jours par semaine au début. Okay. Puis ensuite 1 jour par semaine, jusque pendant 3-4 mois, je crois, un truc comme ça. Donc ça a été quand même, une vraie. C'est quand même cool. Ce qui était plutôt nécessaire parce que, quand tu montes une start-up, tu fais tout. C'est comme si tu crées ta maison, quoi. Tu crées ta maison. Tu vas pas faire une doc détaillée de ta maison pour la passer au prochain en disant peut-être dans 5 ans je vais partir, je vais tout préparer. Quoi, il n'y avait pas de document? Il n'y avait pas de documentation? Il y avait de la documentation, mais c'est pas toujours. C'est jamais nickel, quoi. Et en tout cas, il y a beaucoup de savoir. Si tu montes ta maison pendant 5 ans, tu vas savoir beaucoup de choses. Celui d'après, s'il doit venir derrière toi pour continuer à la construire, c'est quand même un challenge. C'est quand même. C'est pas évident. Doc ou pas doc, c'est pas évident. C'est bien de ne pas planter un tableau dans un câble électrique. C'est ça. Ok. Et donc c'était vraiment le T0, c'était vraiment de prendre en main, d'ouvrir ton cerveau pour qu'il emmagasine toutes les informations. C'était un peu une question que je voulais te poser parce que du coup, toi, ta zone de confort, c'était les études, le dev, sur des technologies plutôt Microsoft, .NET, web. Là, tu prends le poste, t'es CTO, tu es bien responsable de la plateforme, donc il y a tout, et tu dois être opérationnel sur. On vient de voir sur tout pour prendre des décisions, et t'es très opérationnel sur. J'imagine de la sécurité, l'infra, le réseau, les partenaires, l'hébergement. Le service client. Le service client aussi. Tu fais tout. C'est ça les Allô, bonjour Valentin, c'est cassé. C'est ça les petites boîtes, que tu montes ta startup à 3 ou que tu sois 10 ou 15 ou même 50. T'es très, très couteau suisse. Et donc, surtout quand tu as le poste de directeur technique où c'est toi qui chapeautes toute la technique, management et pas management, et plateforme. Il y a effectivement tout. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure 360. C'est qu'il y a tout. Et moi, finalement, j'avais peut-être qu'un quart en arrivant avec mes 10-12 années d'expérience d'études et développement. Et donc, effectivement, il y a la partie infra, admin système. Donc, chez Uscribe, il n'y a pas d'admin système. C'est moi. Donc, j'avais jamais fait d'admin système. Je me suis mis à Linux. La dernière fois que j'avais touché Linux, c'était en 2003, je crois. Et donc, tous les paramètres SEO, marketing, il n'y a pas de product owner non plus, donc marketing, j'exagère un peu, mais tout ce qui est analytics, data analytics, tout ce qui est système comptable, il y a tout, quoi. Rémunération des éditeurs, des ayants droit, paiement, mais ça, le paiement, j'en ai fait chez Fnac et VP, donc je savais où je mettais les pieds. Et c'est ça, c'est un peu d'ailleurs justement le T0. Quand un truc que j'avais pas anticipé, c'est que j'ai réalisé que j'étais d'astreinte 365 jours par an, 7 sur 7, H24. En fait, la plateforme tombe, il n'y a pas 36 pagers, quoi. Donc heureusement, je suis pas tout seul, j'ai une équipe. J'ai un senior dev full stack qui m'aide beaucoup et qui est monté en compétence aussi sur la partie admin, etc., sur l'infra. Ce qui fait que si je me pète la jambe, ça tombe pas non plus. Mais c'était une question que je voulais te poser un peu plus tard sur des aspects organisationnels, mais bon, du coup, il nous a pas échappé qu'il y a eu une année de Covid avec une crise sanitaire, tout ça, et qu'on n'est pas à l'abri
voilà, d'avoir 2-3 semaines, être un peu HS, quoi. Comment t'organiser enfin voilà, pendant 2-3 semaines t'es pas là, il se passe quoi en fait? C'est organisé pour que ça tourne, il y a un vrai problème, t'es backupé? Nous, l'intérêt, c'est en étant pure player et en étant relativement jeune en termes de création, enfin de date de début d'entreprise, on était 100% online. En fait, tous les outils back-office sont des intranets. Ouais. Donc tout est numérique en fait. En vrai, même des devs dans des bureaux, ils préfèrent pas se lever de leur chaise pour faire une réunion. C'est pareil en fait. J'exagère quand je dis ça, mais en gros, du coup, il y avait plus personne au bureau. Mais en vrai, on avait côté dev tous nos ordis à la maison. Ah oui, alors qui étaient prêts. Du coup, ma question c'était pas forcément l'organisation, comment ça s'est passé le home office, mais voilà, sur tes épaules, beaucoup de responsabilités. T'es absent, t'es malade, 3 semaines. Oui. T'es backupé ou t'es pas backupé? Oui. Oui, je suis backupé. Ouais, je peux ça partir. Tourne, je peux partir en voyage tranquille. ça tourne et ouais, voilà. J'ai mon backup qui est le dev full stack senior, Emric, et qui a quasiment toutes les clés de la plateforme. Okay. Et qui est opérationnel sur quasiment tout, quoi. Après, quand je pars, j'ai mon laptop avec mon VPN. Voilà. Je suis pas non plus 100% serein. Ok. Comment t'as fait pour monter en compétences, voilà, les premières semaines, les premiers mois, comme tu dis, j'ai un quart des compétences où je suis en zone de confort, il m'en manque les 3 quarts. Comment tu fais? Tu t'appuies sur quoi? Sur qui? Tu fais semblant? Qu'est-ce qui se fait? Alors tu fais semblant, ça marche pas. Ça marche parce que non, quand ça pète, t'es obligé de savoir pourquoi ça pète. De savoir réparer, de savoir pourquoi ça pète. Ça a été chaud au départ parce qu'on était, du coup je vais rentrer un peu sur l'infra, mais on était sur du on-premise chez OVH. On en reparlera après. Et donc avec une infra qui existait depuis 5-6 ans déjà et qui était maintenue par un CTO qui était dev à la base et pas admin. Et donc voilà, qui était maintenu en vie et qui fonctionnait, mais qui avait un peu comme l'exemple de la maison que tu bâtis tout seul, qui avait quand même pas mal de vices cachés que le CTO historique connaissait et qui était compliqué à passer, surtout en plus quelqu'un qui est pas expert sur le domaine. Donc c'était pas évident, surtout des configs réseau obscurs, etc. que je maîtrisais pas du tout. Ça s'est mieux passé parce que du coup quand je suis arrivé, on a lancé en même temps le projet de migrer 100% sur des machines virtuelles sur le cloud chez Google en l'occurrence. Donc là je repartais sur une infra déjà qui était toute neuve et que je maîtrisais à peu près. Et voilà. Et ensuite il y a plusieurs aspects. Il y a le code. Le site, ça va être peut-être 200 000 lignes de code en tout. De 4 ou 500 000 lignes de code. Donc comment tu maîtrises ça? Avec le temps. Avec le temps, voilà. Quand tu lèves un truc, t'apprends comment c'est fait, ou tu sais comment c'est fait parce que tu le refais. Quand ça pète, tu débugs, tu apprends à voir comment ça fonctionne. Et puis le truc qui a jamais pété, finalement, je sais toujours pas comment il marche parce que j'ai pas le temps de m'intéresser à savoir comment il marche. Si tout va bien. En fait, pour la montée en compétence sur les choses que tu connaissais pas, finalement, ça s'est fait plutôt au fil de l'eau. Plutôt au fil de l'eau, ouais. Et en fonction des problèmes qui arrivaient, quoi. Ouais, c'est ça. Plus que suivre une formation, se faire bon, il y a eu la passation avec l'ancien CTO qui a permis de bien monter en compétences. Qui a été présent quand il y a eu des problèmes aussi sur la plateforme, et clairement sans lui la première année. Ça aurait été c'était compliqué. Ouais. C'est que au lieu de résoudre le problème en 1 heure, tu mets 24 ou 48 heures parce que tu cherches. Voilà, la montée en compétences, c'est lui qui te l'a fait accélérer sur tous les aspects que tu connaissais pas du coup. Ouais. Et après, en vrai, il y avait même trop parce que il y a une stack technique assez hétérogène chez nous. On a du MongoDB, on a du Redis, on a du Nginx,
on a du Cassandra, enfin tout ce que je t'ai cité là, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas avant. Et on a du RabbitMQ, etc. Et donc non, je ne connaissais pas en fait. Enfin, je connaissais le nom, mais j'avais jamais tapé dedans. Si j'avais utilisé, c'était de très très loin. Et donc, non, il n'y a pas j'ai pas de recette. Quand tu as besoin de comprendre comment ça marche, tu ouvres la doc. Et quand tu as besoin de corriger, tu ouvres le capot, quoi. Ok. C'est sport. Tu parlais de la stack technique. Tu peux nous en parler un petit peu plus de la stack technique que vous avez et comment ont été faits les choix, les choix récents ou les choix un peu historiques. Tu parlais notamment du choix de passer d'OVH à GCP. Pourquoi le choix est fait et quelle est la stack technique côté dev, côté DevOps, côté CI/CD, côté. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses là. Donc côté dev, on est sur toujours les technologies Microsoft en C#. Ouais. Avec une multitude de packages et de dépendances dans tous les sens. C'est d'ailleurs un gros délire, ça, ce sujet-là. Mais bon, en même temps, on va pas réinventer la roue à chaque fois quand il y a une lib qui existe. Et sinon, on est donc sur du PostgreSQL en base de données avec une couche en Hibernate, plus une couche fluente par-dessus, plus une couche maison par-dessus. Là, c'est juste pour l'anecdote, quand tu as des problèmes liés à la base de données, tu pars à travers les couches, tu mets ton scaphandre. Et après, la stack, elle est historiquement, de par le modèle précédent de partage de documents et de sites communautaires, avec plus de 33 millions de pages vues par mois. Du coup, on a une infra à haute disponibilité qui tient un gros volume, qui tient les 20 000 requêtes secondes. Et beaucoup plus que ce qu'on a besoin par rapport au nouveau business, mais bon, en même temps, ça reste. Et donc, du coup, on a du middleware asynchrone avec RabbitMQ pour décharger tout ce qui a pas besoin d'être temps réel. Du coup, tu le mets en asynchrone et ça vit sa vie avec des process qui tournent tranquillou. Et c'est un peu le secret de ce genre de plateforme, c'est de maximiser, de réduire au minimum tout ce qui est synchrone, pour que quand tu as une montée de charge, ça tienne le plus longtemps possible ou que ça demande le moins de serveurs possible. Ensuite, donc on était chez OVH sur du on-premise, avec du VMware administré nous-mêmes, etc. Toujours pareil, il n'y a pas d'admin système, j'avais pas les compétences, donc c'était une sage décision que d'amorcer le changement vers du cloud. Et avec le cloud, on cherchait justement l'élasticité. Alors on n'est pas arrivé jusqu'à une plateforme 100% élastique, mais en tout cas c'était l'objectif. Et voilà. Elle est élastique à quel point, du coup ? Elle est pas très élastique. En vrai, il y a beaucoup d'automatisation à faire encore sur beaucoup de DevOps à faire sur la plateforme. Ça fait partie des chantiers qu'on aimerait bien adresser, des chantiers futurs. Mais qui sont pas actuels. Tu tiens, en même temps, tu viens de dire que tu tiens largement la charge. Page vue mensuelle et des pics de charge, donc ouais. Bon, ça fait partie des chantiers, mais c'est peut-être pas le prioritaire, du coup. C'est ça. C'est quoi les sujets prioritaires? Les sujets prioritaires, c'est de continuer à mettre des nouvelles fonctionnalités pour accroître la valeur ajoutée du produit, pour toujours dans une logique d'amélioration business. Et là, on arrive à un point un peu au pied du mur au niveau du legacy. Et donc on doit je dois trouver un moyen d'amorcer des chantiers techniques, malgré qu'on n'ait pas le temps pour passer sur de .NET Core, parce que ça va vite devenir compliqué de recruter des développeurs sur du 4.7.
Et enfin du .NET 4.7. Tu veux lancer le chantier pour être attractif niveau recrutement, ou tu veux lancer le chantier parce que tu as une dette technique Pas que, pour tout. Pour la dette technique, pour être attractif, pour rester à la page, parce que à force les choses sont plus maintenues. Pour tout ça en fait. Aussi parce que ce genre de refonte oblige forcément à passer sur toutes les lignes de code. À tailler dedans et finalement moins on a de lignes de code mieux on se porte parce que moins t'as de maintenance et pareil on va refondre l'application aussi l'application mobile et donc ça c'est et du coup les chantiers techniques sont durs à faire passer. Ouais parce qu'on a jamais le temps on est 6 côté on est 6 dans mon équipe on a jamais le temps. Bon, entre ouvrir des pays, corriger des bugs, faire le support, maintenir la plateforme, surveiller des attaques, surveiller des erreurs, surveiller ton monitoring parce que t'as des erreurs alors que t'as pas d'erreurs. Enfin, t'es sans cesse tout le temps. T'as des erreurs alors que t'as pas d'erreurs. Ouais, ça s'appelle des faux positifs en fait. Donc tu mets des alertes, mais en vrai, est-ce que c'est une alerte sur laquelle tu dois agir tout de suite. Est-ce qu'il y a un intérêt à être au courant de cette alerte tout de suite? Et donc des fois ça pète parce que si t'as un mec qui s'excite à taper une URL qui n'existe pas, ça te montre des erreurs alors qu'en fait c'est juste un mec qui s'excite à taper des URL qui n'existent pas, donc c'est pas important. Donc faut faire le tri là-dedans. T'as eu quoi d'autre comme faux positifs qui t'ont fait perdre du temps? Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a plein de petits pets qui peuvent arriver sur la plateforme, mais qui sont pas graves. Par exemple, tu as un document parmi les 1,5 million qui n'arrive pas à être lu parce que son streaming HTML est cassé. C'est embêtant parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de le lire et qui n'y arrive pas. Mais donc du coup, ça te spam d'erreur 500 et selon ton niveau d'alerte, ça va t'alerter qu'il y a un volume d'erreurs tout d'un coup important. Mais en fait, c'est pas grave, pas très grave quoi. Donc limite dans ces cas-là, en fait, est-ce que j'ai un intérêt à avoir cette erreur? Est-ce que j'ai pas d'intérêt? Qu'est-ce que je fais quand j'ai cette erreur? L'intérêt il est assez minime. Qu'est-ce que je fais finalement? Faut relancer des traitements en fait pour auto-corriger le streaming HTML et voilà. Et donc c'est constant en fait les faux positifs. Ok. Et les vrais, tu parlais d'attaque. Il y a des vrais positifs alors du coup également. Ouais, côté attaque. Alors, côté attaque, on n'a pas grand chose, mais c'est quelque chose de plutôt connu maintenant. Une grosse recrudescence depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle les attaques de credential stuffing, qui consiste à balancer un robot sur ton site, qui parse un fichier de login et mot de passe, donc d'email et de mot de passe, et qui va les tester sur ta plateforme. Et alors je suis pas spécialiste du dark web et du monde du hacking, mais ce que je suppose fortement, c'est qu'en fait, si ils ont des OK, ce login mot de passe permet de m'authentifier sur telle plateforme, je pense que ça donne de la valeur au fichier de login mot de passe quand ils les revendent. On a eu les leaks là récemment justement c'était combien? 5 milliards de comptes? Non, je sais plus. 5 milliards, peut-être un peu beaucoup. Ouais, mais c'est super violent. Qu'il y a eu sur des comptes Netflix, Google, etc. D'un hacker qui a mis ça sur Reddit. Ou des hackers qui se sont embrouillés, je crois, l'histoire, qui ont balancé le fichier sur Reddit. Et t'as à vérifier. 500 millions, 5 milliards, je sais plus. Mais 5 milliards, je pense. Ouais, mais à vérifier, je crois que c'est super violent. Vraiment, vraiment, vraiment violent. Et dedans, t'as des comptes Netflix, t'as des comptes Google, t'as des comptes... t'as beaucoup de choses. Et je pense qu'ils alimentent comme ça. C'est-à-dire que le hacker récupère une base de données client sur un site mal protégé. Ensuite, il fait tourner ses attaques de credential stuffing sur Webmail Platform. Parce que c'est difficile de s'en protéger quand même. Enfin, il y a le captcha. Vous en protégez comment du coup? Alors nous, on a un système de captcha, de reCAPTCHA en fait. Mais qui gêne l'expérience client, donc en vrai on préfère ne pas le mettre, mais quand il y a une attaque on le met. Après il peut y avoir plusieurs niveaux d'attaque, ça peut être sur les API, et sur les API ça commence à être compliqué parce que t'as pas de reCAPTCHA
par défaut, c'est des robots déjà qui tapent sur tes API, donc donc distinguer les vrais du faux. Il y a une boîte d'ailleurs qui fait ça, mais qui coûte trop cher pour nous pour l'instant. Et nous, sinon, on s'en prémunit avec des règles firewall sur les IP. Voilà, mais qui a ses limites quand même. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, sur qui coûte trop cher actuellement. Ouais. J'ai l'impression que voilà, les choix techniques, les priorisations, chantier technique, chantier fonctionnel, c'est lié à des contraintes de coûts, de moyens, de ressources. Donc j'imagine que c'est une des grosses contraintes de ton poste aujourd'hui, ouais. Avec laquelle tu dois composer. Complètement. Quand je suis arrivé, on était 12. Aujourd'hui, on est 12. Donc c'est un environnement de développement de produits et de boîtes qui est compliqué. C'est-à-dire que on a toutes les licornes en tête ou les startups qui font la une des journaux, qui scalent des mesures incroyables et qui sont des problématiques de scale absolument hallucinantes. Comment je vais faire pour recruter 300 personnes en 12 mois en 60 jours. C'est ça. Et à côté de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a à mon avis, la majorité des autres boîtes, finalement, qui font pas la une, qui restent dans l'ombre. Et qui finalement, alors ça peut être effectivement quand on commence à monter sa boîte, on a finalement la première année ou les 3 premières années, enfin c'est très variant en fonction du projet et de la boîte, mais où on est vraiment en mode start-up, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord, on écoute aux Suisses, ça, enfin que tu connais aussi finalement, et voilà. Après, quand ça dure, je pense qu'aussi qu'il y a pas mal de boîtes qui vivent ça. Quand ça dure, c'est difficile. On rentre dans un jeu d'équilibriste un peu entre les coûts et les dépenses, d'arbitrage de sujets, en fait, qu'est-ce qui est vital ou pas vital en fait, parce que j'ai le backlog qui s'empile en fait et qui continue de s'empiler toutes les semaines. Et notre vélocité qui reste la même. Et donc c'est un travail d'équilibrisme et d'arbitrage pas mal. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que t'es toujours t'aimerais faire plein de choses, t'aimerais avoir une sécurité où t'es complètement serein, où tu dors sur tes 2 oreilles. Parce que t'as des bug bounty, t'as du budget de bug bounty toutes les semaines et que t'es sûr à 100% que ta plateforme elle est complètement étanche. Mais en vrai, ça coûte très très cher d'arriver là. Et donc forcément, on n'en est pas là. Mais et donc je dois constamment arbitrer, que ce soit des développements, des évolutions business qui apportent de la valeur, ou que ce soit des choses importantes pour la plateforme, qui est de faire des refontes pour virer du legacy, pour améliorer notre productivité, ou tout simplement de consacrer du budget à la sécurité, consacrer aux différents trucs, au SEO, à tout un tas de choses. J'imagine que tu le retrouves sur... ça te contraint sur plein d'autres niveaux, typiquement sur le recrutement, ça te contraint également, j'imagine. Ça te contraint... T'as une composante budget ou salaire à proposer, ou budget prestation, ou sourcing, quand tu fais appel, qui contraignent aussi, du coup, tu dois composer avec ça. Ouais, ma première contrainte, c'est que je serais vachement mieux avec 3 personnes de plus dans l'équipe déjà, pour commencer. Et ensuite, effectivement, la prestation pour nous, c'est pas abordable. Alors c'est vrai que du coup on n'a pas le confort de la prestation, de pouvoir prendre quelqu'un pour 3 mois, 6 mois, 1 an, et on sait que c'est une durée déterminée, et que ou s'il y a un problème de budget derrière, on peut couper le projet, arrêter à se séparer de la personne et arrêter le coût. Vous offshorez des choses, des devs pour des problématiques de coût?
Non, c'est quelque chose que j'ai regardé, que j'ai étudié. C'est quelque chose que j'ai étudié et que j'ai pas encore fait pour l'instant. Là, on a commencé à offshorer le service client et ou des personnes qui nous aident sur des tâches où on n'a pas besoin de faire trop de doc, pas besoin de faire une montée en compétences trop importante. Sur des tâches, certaines tâches assez répétitives qu'on ne peut pas automatiser, tout simplement. C'est trop compliqué d'automatiser, ça ferait un projet de 6 mois pour automatiser, ça vaut pas le coup. Donc là, on a des tâches comme ça qu'on commence à offshorer. Et après, côté dev, c'est quelque chose que je regarde, mais j'ai pas encore passé le cap. Parce que pas convaincu, parce que pas le budget, parce que quoi en fait? Parce que pas simple. Parce que pas simple. C'est pas le tout d'avoir une prestation beaucoup moins chère. Il y a quand même des contraintes. Bon, alors certes, depuis un an, on a découvert le remote, ça change un peu la donne, mais n'empêche que c'est pas simple. Et puis en plus, faire du remote avec des gens que tu connais ou faire du remote avec des gens que t'as jamais vus, c'est quand même pas pareil non plus. Et donc pour l'instant, ça s'est pas présenté. Si t'es offshore, il faut que tu fasses de la doc et potentiellement en anglais. Ouais, ça c'est pas ce qui m'arrête ça. Ouais. C'est pas ce qui m'arrête, mais c'est surtout quand on, après c'est tout le problème du recrutement. Hein. Enfin, t'es peut-être mieux placé que moi, mais pour moi le recruter en externe ou on recrutait en interne, c'est un peu la même chose. Il faut pas se tromper, ça prend du temps. Alors oui, sur un CDI, c'est pas le même impact que sur de la prestation, mais ça reste du temps de trouver les bonnes personnes et donc c'est pas négligeable. Alors du coup, c'est quoi tes tips, toi, pour bien recruter? Pour être attractif aussi, bon, le projet est attractif, votre plateforme est attractive, donc je pense que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant. Le projet est attractif, ça aide, clairement. Et ensuite, ce que je fais, parce qu'après il faut les garder aussi les gens. Depuis quelques années dans l'informatique, c'est quand même un sujet. C'est un sujet assez récurrent parmi les CTO d'ailleurs. Et comment je fais? Alors il y a un truc que j'ai pas fait encore et qu'il faut que je fasse, c'est d'arrêter de lister, de faire une liste de bullet points de compétences, parce qu'on a eu des retours d'expérience comme quoi ça aide pas pas mal les femmes à se projeter. En fait, c'est des choses assez rédhibitoires pour les femmes, et comme je suis concerné par le sujet, que j'ai envie d'avoir la parité dans mon équipe, même si c'est très difficile, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en pratique, que je mettrai en pratique dès les prochains recrutements. Et sinon, le truc sur lequel je fais le plus attention, c'est la motivation. Et comment on s'assure de recruter quelqu'un motivé, qui va rester motivé pendant un bon moment. C'est pour moi en recrutant quelqu'un qui est un niveau de compétence en dessous du poste. C'est-à-dire que sur le poste, on a forcément un ou deux trucs phares nécessaires, parce que sinon ça va mettre trop de temps à la personne à monter en compétence, ou je vais passer au donc là tu vas dans le sens de pas faire une liste à l'après-vert des bullet points à connaître, justement. C'est ça. Tu dis les prérequis c'est ça, et l'écosystème c'est ça, mais c'est pas un prérequis pour donner envie. C'est ça. En fait, je vais indiquer dès la job description tout ce qui est ce sur quoi on va permettre à la personne de monter en compétence, en fait. Typiquement, si je recrute quelqu'un pour le mobile, pour l'application mobile, ou pour on a un ETL, donc ETL c'est Extract, Transform and Load. C'est vous avez lequel? Un outil, c'est maison. C'est un service Windows, okay. En fait. C'est du code 100% maison qui prend des données à l'extérieur, qui va les retravailler et qui les charge dans la base. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je crois, quand t'as quelqu'un qui sort d'école en face de toi. Et justement, je vais tourner le truc en disant que ça c'est le boulot.
c'est pas forcément du temps plein. À côté de ça, il y a tout le reste de la plateforme. La plateforme est quand même, et je vais montrer tous les points forts en fait. C'est-à-dire que c'est une plateforme hyper intéressante en termes de plateforme de haute disponibilité, etc. De ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a tel ou tel applicatif, telle ou telle chose sur lesquels ils vont pouvoir monter en compétences, que ce soit s'il a envie il ou elle a envie de faire du front pour devenir full stack, ou de faire du back, ou de faire du MongoDB ou du Redis, etc. Donc je vais mettre ça en avant et ne pas chercher quelqu'un qui marque et qui coche toutes les cases en fait. Parce que si tu recrutes quelqu'un qui coche toutes les cases, c'est super parce que tu as quelqu'un qui est opérationnel tout de suite. Mais qu'est-ce qui va le motiver? Peut-être quelqu'un a la recette, mais moi j'ai pas la recette. Donc je préfère du coup prendre quelqu'un en dessous. Finalement, comme j'ai fait moi en fait, en arrivant chez Uscript, j'avais un bagage, j'avais des compétences, une expertise forte, mais finalement il y a quand même un paquet de choses que j'ai apprises. Enfin, j'ai appris plus de choses en 5 ans que ce que j'en ai appris en 10 ans, vraiment. Et c'est rare d'entendre, de verbaliser le fait qu'on va rechercher quelqu'un qui va monter en compétence sur le poste et qui est en dessous de l'attendu à T0, quoi. Ouais. Et moi j'ai une petite question, parce que tu dis, moi, ce qui est important c'est la motivation. Comment tu la détectes, la motivation? Parce que je sais pas, t'as des questions qui tuent, t'as des questions qui te permettent de filtrer correctement ça? Non. Parce que tout le monde va dire, bah ouais, attends, je suis motivé. Ouais, mais voilà, mais tu le sens, au feeling, quoi, en fait. Ouais, je fonctionne pas mal au feeling. Est-ce que j'ai un truc en place, une routine en place pour détecter ça? Non, c'est plutôt au feeling. Tout comme que t'as quelqu'un dans ton équipe qui est là depuis, même au bout de 2-3 mois ou au bout de 3 ans, et de savoir est-ce qu'il est toujours motivé. C'est un peu pareil, quoi. Non, j'ai pas de truc, faudrait peut-être que je me forme pour trouver des trucs là-dessus. Je sais pas, il y a sûrement des RH qui ont des trucs là-dessus. Non, j'ai vu plutôt feeling, en fait. Ok. Et est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas te dire en entretien? Est-ce qu'il y a une réponse à une question où tu te dis non, ça passe pas? Ou dans les coulisses du recrutement, des fois ça se joue à une question ou deux, on sait pas. Est-ce qu'il y a une réponse? C'est vrai, hein. C'est moche. En plus, je déteste les entretiens personnellement. Mais c'est moche, mais oui. Oui, j'ai des trucs un peu qui bloquent. Non, c'est pas une question en vrai. Question A, si tu réponds B, merci, au revoir. C'est plus un état d'esprit. Que si la personne se remet pas en question, je vais chercher soit dans son expérience, est-ce qu'elle s'est déjà remise en question, soit est-ce que j'ai eu le cas en fait justement de quelqu'un de très junior qui arrive sur le test technique notamment, où c'est un test où c'est du code à produire, t'as des petits algorithmes à coder, et donc donc quand la personne expose ce qu'il a fait et que tu lui dis ouais mais là ça fait tel travers, en gros c'est pas la bonne méthode pour telle ou telle raison, si la personne reste non mais si c'est moi qui ai raison, ça va être compliqué. Ça va être assez rédhibitoire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc rédhibitoire? Pas grand chose en vrai. Ok, faut savoir se remettre en question et pas être trop têtu quand on a tort. Ouais, c'est ça, être ouvert, quoi. Ok. Je demande pas grand chose. En termes d'orga, il y a 5 ans vous étiez 12, et aujourd'hui vous êtes 12, mais t'as apporté des changements à l'organisation du travail, de manière générale, je sais pas, tu parlais de la doc ou sur des process de déploiement, l'intégration continue. Est-ce que tu as apporté des choses? Tu venais de sociétés où il y avait sans doute des méthodologies de projet qui devraient s'apparenter à l'agilité, Scrum ou Simili Scrum. Là, on est quand même très sur du best effort, quoi, en fait. Ouais. Malgré tout, tu as sans doute apporté quelques changements process orga ou j'ai apporté un peu de structure dans l'utilisation de ce qu'on appelait Visual Studio Team Services, qui s'appelle Azure DevOps maintenant,
donc sur l'outil de gestion du backlog, parce que c'est un outil que j'avais déjà utilisé auparavant. Sinon, au niveau méthodo, on n'a pas fait trop de passation là-dessus, en fait. Je sais pas trop leur fonctionnement d'avant, mais en gros, moi, j'ai toujours fait pas mal d'agile et plutôt du Scrumman. Je pense que c'était familier avec le terme. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est vrai que sur des projets qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois, on va pouvoir mettre en place du Scrum. Après, avec tout ce qui est de la prod, j'ai jamais réussi à faire du Scrum avec de la prod, donc je suis plutôt en comment. Et donc, on est plutôt sur du Kanban, plutôt pragmatique. Voilà, on fait du DSM, mais on fait pas forcément toutes les cérémonies, toutes les métriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le time to market. Donc, c'est quand un truc est développé, testé, prêt. Pourquoi on le met pas en prod? Je comprends pas. On améliore le truc, on corrige quelque chose, on améliore. On n'est pas obligé d'attendre la fin du sprint. Non, voilà. Et pour moi, on livre directement, quoi. Donc, on n'est pas non plus avec un CI/CD qui livre automatiquement dès qu'on commit une ligne de code, mais parce que ça demande une qualité qui coûte cher et dont je n'ai pas les moyens. Mais voilà, ouais, au niveau process. On est pas mal au fil de l'eau. Justement, récemment, j'ai remis un petit peu de rigidité dans le process pour qu'on puisse travailler c'est-à-dire que sur une semaine, au moins, que chacun de l'équipe ait un backlog à gérer et qu'on puisse un peu s'engager aussi sur ce backlog-là, et qu'on ne soit pas trop perturbé. C'est-à-dire que sinon, en fait, c'est tous les jours, on a des nouvelles demandes. Est-ce que ça c'est possible à faire, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut corriger ci, est-ce qu'on peut faire ça, et en fait ce flux continu fait que tu perds complètement ta vélocité sur ton backlog. Donc du coup j'ai mis un stop là depuis janvier, et donc on est en train d'expérimenter ça, donc une espèce de rigidité avec un sprint à une semaine. Voilà où on en est. Ok. Je rebondis sur quelque chose que tu disais, tu parlais de on a développé une nouvelle fonctionnalité, elle est prête, elle est testée, on la met en prod, enfin bref, du coup t'es très orienté valeur produit, quoi. On sent que la plateforme elle te tient à cœur et que quand tu peux l'améliorer, t'as envie de l'améliorer. J'imagine que toi t'es en contact direct avec le fondateur, des idées t'en as aussi beaucoup, ça fait partie de ta motivation d'être partie prenante et pouvoir être force de proposition sur les futurs évols. Est-ce qu'il y a des choses que tu as proposées qui ont été reprises ou qui vont être mis au calendrier de ton backlog de 3 ans de dev là? Ouais, en fait, plein de choses, parce que par où commencer? Il n'y a pas de product owner, en fait. Il n'y a pas de personne ou d'équipe en charge du produit. Et c'est ce que je voulais commencer par là, c'est que t'es en start-up, en fait, c'est l'intérêt, en fait, c'est que t'as un impact tout de suite. Tout le monde peut avoir des idées. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'avoir des idées, d'en discuter, d'argumenter, de les mettre au backlog et de les développer et de les shipper que dans une grosse structure, en fait. Et donc ça, c'est assez grisant, effectivement, pour moi comme pour tout le monde, en fait, dans la boîte. Et justement, et donc la partie produit m'intéresse beaucoup. C'est effectivement top de pouvoir contribuer au produit. Il y a des propositions business que tu as faites concrètement, dont tu es fier que les idées aient été retenues? Concrètement, ouais, je sais, je mets ma touche un peu partout, en fait. Je suis en mode tentacule, je mets ma touche un peu partout. Il y a des gros projets qu'il faut que je défende auprès du CEO, en fait, parce qu'il y a l'arbitrage, il y a pas que moi qui arbitre. Je suis pas tout seul à arbitrer, et donc que ce soit des projets sur lesquels on s'est pas mal cassé les dents, on a passé énormément de mois dessus, qui était d'avoir une nouvelle liseuse. Donc quand je dis liseuse, c'est une liseuse applicatif web. On a des problèmes sur la liseuse historique, sur le player historique, et donc du coup on a mis une nouvelle en place
avec tout ce que ça implique de sécurité, de fluidité, de chiffrement entre le serveur et le navigateur, etc. Et donc ça a été un projet très très lourd là. Ça c'est un exemple, mais en vrai je me touche un peu partout. Ce qui me ma petite étoile de l'année dernière, ça faisait un moment que je voulais qu'on fasse un livre audio, un livre africain en livre audio avec une voix africaine, et parce que à ma connaissance il n'y en avait pas. Donc je sais pas si je me trompe pas, mais en tout cas à ma connaissance il n'y en avait pas. Et donc du coup on a fait. Alors finalement c'est pas. J'ai lancé l'idée, j'ai un peu mis le train en marche, et après c'est ma collègue en fait qui a tout géré derrière. Et donc on a fait ce premier livre audio africain, et donc ça c'est plutôt cool. Ça n'a rien à voir avec la plateforme, mais non, mais ça t'as agi même sur au-delà de la plateforme, sur le contenu, quoi. Ouais, ça c'est cool d'avoir effectivement, mais ça c'est la start-up en fait. Hein. T'as un impact direct. Ça c'est cool. Et du coup il y avait une autre question là-dedans. Je sais plus. Est-ce que tu peux me poser comme autre question? Eh ben écoute, on est deux à perdre la mémoire. Donc on peut passer peut-être à d'autres questions. Tu m'as dit tout à l'heure, on va pas tarder à arriver à la fin. Tu m'as dit tout à l'heure, je suis d'astreinte 365 jours par an. Il y a des fois on est d'astreinte, puis il y a des fois souvent on n'est pas appelé, et puis des fois on est appelé. Tu pourrais nous raconter 2 ou 3 de tes nuits blanches? ou une, mais un truc marrant. Écoute, j'ai eu de la chance. Marrant ou pas marrant? Bon, avec le recul, c'est toujours plus ou moins marrant, mais nuit blanche, j'en ai pas trop fait. Écoute, j'en ai pas trop fait. C'est plutôt des matins au réveil. Ça s'est plus arrivé souvent matin au réveil. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'année dernière, en fait. Justement, avec la pandémie, on a la chance du coup d'être un peu sous les spotlights, où effectivement l'e-book a pris un peu de couleur, et donc on a pas mal augmenté le trafic, les abonnés, etc. Donc on a eu un partenariat l'année dernière en Afrique qui touchait 5 millions de personnes, et en fait on a eu trop de monde sur l'application mobile. On a une malfaçon sur l'application mobile qu'on va corriger. J'allais presque mentir en disant qu'on l'a corrigé, mais on va la corriger. Et on a une malfaçon, ce qui fait que s'il y a trop de monde, ça va mettre trop de load sur les serveurs. Je rentre pas dans les détails, mais et en gros, du coup, ça veut dire qu'il y a tout qui est à 100%, et il n'y a plus rien qui passe, et donc du coup ça fait tout tomber, quoi. Donc ça c'était un soir, et finalement on l'a réglé assez vite, en vrai. Donc c'est arrivé une fois. Ouais, ça c'est arrivé une fois, mais en gros ce problème d'avoir une infrastructure, enfin certains modules d'infrastructure un peu trop à l'étroit, où justement on gagnerait à avoir une élasticité à cet endroit-là. Finalement après on a les gestes techniques, on a les scripts, il suffit de remonter 1 ou 2 machines selon le trafic, et ça se gère pas mal. Mais ma plus grosse sueur, c'était le 17 mars dernier d'ailleurs. Ah. Ouais, c'était parce que donc du coup c'est une bibliothèque ouverte de par notre ancienne activité de plateforme de partage de documents. Donc on est encore utilisé par les journalistes, notamment par exemple par BFM TV, pour uploader des documents, récupérer le code HTML de la liseuse en fait, et d'avoir le document dans une liseuse dans l'article, en embed dans l'article, donc comme une vidéo YouTube. Ouais. Et donc ça, c'est du coup, c'est ce genre de site de médias, c'était une charge qui est à des années-lumière de la nôtre. Et donc, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, tu te retrouves avec 10 000 personnes temps réel sur la plateforme, qui envoient des requêtes sur les serveurs. Et donc l'année dernière, avec l'attestation, on est tombé en fait. On est tombé, et ça a été compliqué parce que en vrai c'est un sujet sur lequel j'ai l'habitude et on sait comment réagir. Mais là c'était différent, et on a mis du temps
on avait du temps à se retourner en fait. On avait du temps à se retourner et entre-temps, j'avais pris la décision la veille au soir, je crois, enfin non, le matin même en fait. C'est-à-dire qu'à 6h30 du match, je me suis réveillé, j'ai ouvert aussi je suis sorti du lit, mais je suis allé m'asseoir sur le canapé, j'ai sorti le laptop et j'étais en train de dire pourquoi ça tombe. Et en même temps, ma femme faisait les valises parce qu'on avait décidé de partir à la campagne pour vivre ce fabuleux confinement. Et donc, en fait, quand on est parti en voiture, la plateforme était toujours pas rétablie. Et ça, c'est dur. Ça c'est très, très, très dur. Parce que t'as ton équipe qui prend le relais, mais en gros, t'es en partage de connexion sur le siège passager de la voiture avec ton laptop sur les genoux, en train de coordonner et d'aider ton équipe comme tu peux pour essayer de rétablir le truc, quoi. Et donc là, sous les bras, ça mouille un peu, quoi. Ça mouille beaucoup, ouais. C'est très désagréable et je souhaite pas le revivre. C'est un espèce de sentiment de capitaine qui abandonne le navire un peu quand il prend l'eau. Très désagréable. Et du coup, ça s'est résolu dans la journée. Oui, ça s'est rétabli à, je sais plus, 14-15 heures, c'était rétabli. Ok. Mais bon, quand même, ça fait... Puis 6 heures du mat, ça fait un paquet d'heures, quand même. Ouais. Ok. Ce serait l'une des dernières questions également. Ton prochain poste, idéal, hein, je veux dire, il n'est pas question que tu changes de poste, hein, mais ça serait quoi la future direction ou ton rêve professionnel? Écoute, je sais pas si j'ai un rêve professionnel. J'aime beaucoup ce poste. Donc ce qui est sûr, c'est que mon prochain poste, ça sera forcément CTO, mais pas forcément CTO d'ailleurs. Ça peut être des postes plus management, comme engineering manager, VP engineering, ce genre de choses. Et il y a mais à mon avis, ça sera plutôt de monter ma propre boîte, je pense. Des idées? Pas encore. Les investisseurs peuvent t'appeler s'ils nous écoutent? Non, pas encore. Non, là c'est un peu trop tôt. Faut déjà faire décoller cette première fusée. Ok. Et on verra plus tard. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Tu me prends dépourvu là. Qu'est-ce que tu m'aurais pas posé comme question? Je sais pas, on a fait pas mal le tour. Il y a là, juste sur les aspects R&D, on a fait pas mal de R&D avant que j'arrive chez Uscream. Justement sur le player HTML dont je te parlais, qui permet d'être SEO friendly, qui permet d'être involable. Donc c'est-à-dire que le livre ne peut pas être récupéré, puisque en fait c'est pas le livre qu'on affiche sur le navigateur, c'est du HTML propriétaire qui est absolument dégueulasse en dehors de notre liseuse. Donc en fait tu peux récupérer, mais t'en feras rien. Et donc il y a pas mal de R&D là-dessus, de transformer un PDF en HTML. Et ça fait partie aussi des sujets de cette année de nous relancer un petit peu dans cette innovation technologique, que ce soit sur le player, sur l'expérience utilisateur de player d'e-book. Donc pour bien te comprendre, tu affiches du HTML volontairement dégueulasse, ouais. pour pas qu'il soit volé. C'est ça. C'est. Enfin, pour pas qu'il soit volé, pour que s'il est volé, de toute façon, ouais, le mec est déçu. Tu vas faire un e-book, tu vas pas. Enfin, ça va pas être très quali, quoi. Plus besoin de brevet, plus besoin de blockchain. Pour la sécurité, tout ça, plus besoin de. Non, il y a quand même la sécurité, mais on va mettre des bâtons dans les roues, mais après, avec de la motivation, la sécurité, c'est une question de motivation, hein, c'est en face. Et voilà, bon, après, ouais, c'est tout. C'est tout. Et bah, sur cette note-là. Et bah, Valentin, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir accepté cette invitation. Puis je te dis à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. Salut.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.